Le Vendée Globe a une part de mystère dont on va parler ce matin avec un navigateur qui fut à 3 reprises sur la ligne de départ, Louis. Oui, vous allez nous le présenter justement parce que il a encore sa langue bien pendue. Effectivement, Bertrand De Broc, qui est connu notamment parce qu'il s'est recousu lui-même la langue. Ça fait partie des mythes du Vendée Globe, mais pas seulement. Bonjour Bertrand De Broc. Enfin, des réalités aussi, j'imagine. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. C'est vrai que tout le monde vous ramène à cette anecdote de la langue, mais c'est pas que de ça, et c'est même pas de ça dont on va parler ce matin, puisque à quelques minutes de l'arrivée de Charlie Dalin, on a envie d'avoir un petit peu votre sentiment. Le monde de la voile doit être un peu fébrile ce matin. Bah, c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel, quoi. Un record, bon, d'abord, de toute façon, c'est une course, hein, avant d'être un record. C'est vrai qu'il y a 4 ans, il aurait pu gagner le Vendée Globe. Maintenant, il le gagne, et je pense qu'aujourd'hui, il est aux anges, quoi. À quelques centaines de mètres de la ligne d'arrivée, il doit se dire, voilà, je le gagne. Et puis il restera dans les annales pour avoir fait un temps, c'est vrai, faire le tour du monde aujourd'hui en 67 jours, 65 jours. C'est le temps que j'avais mis en 2012, moi, pour aller au Cap Horn, vous voyez. Donc, il y a des différences de vitesse extraordinaires entre les bateaux, l'évolution des bateaux, tout a changé en une dizaine d'années. Donc maintenant, voilà, c'est une autre épreuve. Je dirais que c'est une course différente, mais il reste quand même les grosses anecdotes dont vous avez parlé tout de suite à mon sujet. Il reste l'histoire de Jean Le Cam quand il arrive au Cap Horn, tout ce qui a fait l'histoire un peu du Vendée Globe. Aujourd'hui, la course, je dirais, comme je viens de le dire, c'est une autre épreuve, c'est une épreuve différente, mais ça change en rien. Aujourd'hui, il y a un beau vainqueur, il s'est passé plein de choses quand même dans cette histoire du Vendée Globe, et on retiendra quand même les grands moments dans le Sud aussi qui ont été exceptionnels. Ceux qui ont pris des risques au bon moment, ceux qui n'en ont pas pris. Et puis aujourd'hui, voilà, je dirais que Charlie Dalin mérite largement la victoire aujourd'hui. Aubéry Métro en parlait, il y a eu un nombre d'abandons très faible dans cette édition. Est-ce que ça devient, pardonnez-moi, je vais être un peu provoque, mais est-ce que ça devient de plus en plus simple de faire le Vendée Globe ? Disons que voilà, on a défriché le terrain. Moi, j'ai fait mon premier Vendée Globe, c'était la deuxième année, c'est-à-dire en 92. Il y avait la jauge, était un peu, voilà, comme on le faisait en 92 et même 96, parce que 96, ça a été la pire année où j'étais aussi dans les mers du Sud. Moi, j'étais dans un créneau où il n'y avait pas eu trop de vent, mais voilà, il y en a qui ont perdu leur quille, il y en a moi aussi, j'ai perdu ma quille la veille de l'arrivée, avant d'arriver au Sable d'Olonne, mais maintenant, je dirais pas grâce, mais voilà, par rapport au Vendée Globe d'avant, les matériaux ont évolué, il y a plein de choses qui ont évolué, donc voilà, tout ce qu'on a fait depuis ce premier Vendée sert aujourd'hui. Et puis bon, les qualifications pour le Vendée Globe sont beaucoup plus, c'est pas contraignant pour les coureurs, mais il faut se préparer là pour faire le prochain Vendée Globe en 2028. Il faut pratiquement déposer le dossier dans 15 jours. Donc aujourd'hui, moi quand j'ai décidé par exemple de faire le Vendée Globe en 2012, j'ai décidé le 15 janvier 2012. Vous voyez, donc aujourd'hui c'est plus possible. Donc on doit avoir un bateau avec lequel on doit faire plusieurs parcours de qualification, dont deux transatlantiques en course. Donc forcément, tout ça réuni fait que les bateaux sont plus fiables, que les coureurs sont un peu mieux préparés, moins d'erreurs sur les bateaux, surtout. Moins d'erreurs, ça c'est très important dans les empannages, c'est-à-dire qu'on change de bord. Voilà, on maîtrise un petit peu mieux son sujet. Je pense que les coureurs ont évolué. Et c'est une bonne chose, au moins tout ce qui a été fait avant sert aujourd'hui, et ça sert aussi dans le nautisme en général, donc ça c'est une très très bonne chose, je dirais. Qu'est-ce qui a fait la différence pour Charlie Dalin, pardon. Charlie Dalin, il a pris, moi j'ai forcément suivi cette course de près pendant 2 mois, un peu plus de 2 mois.
Il a pris un petit risque encore qu'il a bien évalué parce qu'il a fait une bonne étude météo au niveau de la météo dans le Grand Sud. Il y avait Johan Richomme qui était pas loin. Johan Richomme a fait le choix de préserver un peu son bateau au moment où peut-être il aurait dû rester avec Charlie et Simon. Pour essayer de creuser un petit peu d'avance parce qu'il avait en fait au final là on le sait tous ceux qui sont un peu habitués à la course au Vendée Globe, Johan a fait un bateau un peu plus typé pour le Grand Sud, un peu plus planant, je dirais, alors que Charlie Dalin fait un bateau un peu plus polyvalent, je dirais, Mais est-ce que c'est le bateau le plus cher qui l'emporte Est-ce que c'est le bateau le plus cher qui l'emporte? Non, je pense que les budgets sont à peu près équivalents, mais c'est un choix. C'est comme sur un Paris-Dakar, il y en a qui choisissent d'avoir des amortisseurs comme ça, une voiture un peu plus ronde. Je suis pas un spécialiste de la voiture, mais là, c'est vraiment deux choix de stratégie. C'est des stratégies de dire je prends le départ, je me mets à la place de Charlie Dalin, qui l'avait déjà fait, le Vendée Globe, donc il avait quand même un petit plus, parce que Johan Richomme, c'était sa première participation. Et il avait choisi d'avoir un bateau un peu plus polyvalent, c'est-à-dire un peu moins rapide dans le Grand Sud, c'est-à-dire que le bateau plane moins, mais dès qu'on arrive à des allures dans l'Atlantique, des allures un peu plus serrées, vent de travers, avec des transitions, c'est-à-dire que le vent passe du petit temps au gros temps. Il avait un bateau un peu plus facile et un bateau qui marche mieux près du vent, c'est-à-dire contre le vent. Donc il a fait cette option et apparemment il le rattrapait. Il a laissé Johan Richomme partir quelquefois un petit peu devant, mais dès qu'il y avait une transition, c'est-à-dire un vent de face ou un vent un peu plus mou, Charlie Dalin allait beaucoup plus vite. Pas beaucoup plus vite, mais suffisamment vite pour creuser l'écart et donc je dirais que c'était pas les mêmes architectes et il a fait le choix de choisir Verdier comme architecte, l'autre a fait le choix de choisir Conques et d'autres. Et donc c'est très technique aujourd'hui, ça se joue à rien. Ce sont des choix architecturaux. La preuve à l'arrivée. Et justement, qu'est-ce qui explique qu'il y ait 9 jours de mieux, ce qui est quand même considérable. 9 jours de mieux, on passe de 74 jours à 64 jours de course, c'est énorme comme écart. On dit que c'est le foil en particulier qui a expliqué ça. Hein. Oui, il y a tout ça, il y a les foils, il y a la connaissance complète du bateau par le skipper, qui est très importante, et puis une météo, je dirais pas une météo de rêve pour les trois premiers, mais pratiquement parce que Simon, on peut prendre le cas de Simon en étant un peu handicapé avec un foil de moins, il a même creusé l'écart sur les poursuivants, sur le paquet de Thomas Ruyant et compagnie. Il aura mis 1000 milles de plus. Donc ça montre que en fait la météo a toujours été favorable pour les trois bateaux de devant. Donc pour après creuser l'écart, ça se fait parce que ils sont trois concurrents devant, ils se tirent à la bourre, et puis s'il y avait eu un seul concurrent devant, je pense que le temps aurait été peut-être de 3-4 jours. 3-4 jours sur le record, de mieux. Et on peut encore descendre. Quand il y avait deux concurrents devant, forcément, ça attise, et puis ils se bagarrent, et puis ils perdent jamais un mètre, pas un mètre. Donc ils ont tout le temps, jour et nuit, sur les réglages, sur le exploiter au maximum le potentiel du bateau. Donc ça devient une course de 60 jours, mais qu'on faisait sur la course du Figaro en 3 jours, par exemple. Vous voyez, c'est vraiment un travail. Je dirais pas un travail parce que c'est une passion, c'est exceptionnel, mais c'est de se donner vraiment du mal pendant 65 jours et de rien lâcher. Jour et nuit, ça c'est vraiment exceptionnel. Bertrand De Broc, le bateau de Charlie Dalin s'apprête à passer la ligne d'arrivée. Les images sont splendides. On voit le soleil qui se lève sur les sables d'Olonne et le bateau de Charlie Dalin qui fond la mer. Comment expliquez-vous la fascination qu'exerce le Vendée Globe sur le grand public? Est-ce que
c'est aussi ça, c'est aussi que le grand public contribue aussi, ou en tout cas semble partager la joie de contempler la création, de contempler la merveille de l'océan. Parce que je dirais qu'aujourd'hui, il y a énormément de gens qui ont besoin de rêver. C'est vrai que le Vendée Globe fait rêver. Le Vendée Globe date, c'est la 10e édition. Il s'est passé plein de choses dans les derniers Vendée Globe. Donc, et puis les gens ont même du mal à sentir, quoi. Il dit il fait le tour du monde. Bon, il y en a qui l'ont fait, hein, même en croisière. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est devenu comme de très gros événements, quelque chose d'incroyable, quoi. C'est plus que c'est plus que même incroyable de pouvoir faire des tours du monde en 2 mois et demi, et puis de faire rêver les gens, quoi. Je crois que c'est un sport qui emmène les gens pendant 2 mois et demi ailleurs que quelquefois dans un hiver un peu compliqué quelquefois, et voilà. Donc les gens sont heureux de suivre un concurrent ou une concurrente comme Violette d'Orange, par exemple, qui fait une course passionnante, comme Jean Le Cam, un ancien coureur. Voilà, il y a des gens qui ont 65 ans comme Jean Le Cam, d'autres qui ont 23 ans. Il y a tout un panel de gens qui viennent un peu de partout. Voilà, et puis que des passionnés, quoi. Je pense qu'il faut être passionné pour faire une course comme ça. Donc tous les gens qui viennent autour de ce Vendée Globe sont plus ou moins passionnés et puis admiratifs, et voilà. Et puis ça fait, je dirais, entre guillemets, une petite occupation hivernale pour les gens de suivre. Et puis les gens, moi je vois autour de moi aussi, hein, je suis un peu dans le sud de la France maintenant, mais les gens qui suivent, plus ils suivent, plus ils ont envie d'y être. Et puis voilà. Donc c'est un grand film. C'est un grand film de 2 mois et demi et où passionnant. Tout peut se passer, on ne connaît pas le scénario. Voilà, le scénario, on ne sait jamais. Moi, en 96, j'ai chaviré à quelques milles de l'arrivée, toi, à 200 000 de l'arrivée, même pas 24 heures de l'arrivée. Donc, on ne sait jamais. Moi, j'ai jamais crié hurrah pour Charlie Dalin, même hier. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Il se prend, il s'endort, comme c'est arrivé à Francis Joyon, après avoir battu le record de l'Atlantique, il s'est endormi la fille dans les cailloux. On peut jamais crier hurrah avant d'avoir coupé la ligne d'arrivée, quoi. Donc c'est quand même un sport un peu différent des autres, vous voyez. Ligne d'arrivée que vient d'ailleurs de passer Charlie Dalin. C'est un grand film en résumé. Charlie Dalin vient de passer d'ailleurs la ligne d'arrivée. Louis. Comment règle-t-on son sommeil à bord, justement, en 2 mots? Le sommeil, moi, il y en a qui disent qu'il faut l'apprendre, machin, mais moi, je pense que la motivation à bord, plus on avance dans le Vendée Globe. C'est vrai que les premiers jours, les 4-5 premiers jours, il faut s'installer un peu dans un rythme. Mais après, on vit, même en dormant, on entend son bateau. Voilà, c'est un peu ça le résumé. On vit avec. Permanent. Oui, on vit en demi-sommeil et puis on suit son bateau. On sait, même moi, quand je navigue beaucoup encore sur un autre bateau, je connais mon bateau parfaitement. Je sais que même en croisière, un demi-nœud de moins, je le sens. Eh bien, merci beaucoup Bertrand De Broc ce matin. Merci d'avoir été avec nous à l'antenne de Charlie Dalin, qui vient donc de battre le record du Vendée Globe. Il est arrivé 10e en battant le précédent record.